il y a une carte que je veux vous montrer. Pas une carte récente, une carte de 2011, quand les Nations Unies ont tenu un grand vote sur la Palestine, une demande d'adhésion à l'UNESCO, l'agence culturelle et éducative de l'ONU. Une démarche anodine, presque bureaucratique, et pourtant 65 pays ont voté contre l'admission de la Palestine. Ces pays-là, essentiellement des démocraties occidentales, leurs alliés et des petites nations qui en dépendent, formaient en 2011 le cœur du soutien international à Israël. C'était le monde pro-israélien tel qu'il existait il y a 15 ans. Et maintenant, regardez la même carte en 2026. Regardez quels pays ont changé de position. L'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Corée du Sud, une grande partie de l'Europe, le Danemark, la Pologne, le Portugal, l'Estonie et d'autres. Des dizaines de pays africains et caribéens qui avaient longtemps suivi la ligne occidentale. Ces pays ne soutiennent plus Israël dans les votes internationaux. Certains imposent des embargos sur les armes. Certains appellent à des sanctions. Et la France, allié historique, deuxième fournisseur d'armes à Israël après les États-Unis, a fermé son espace aérien aux vols israéliens transportant des armements. Ce n'est pas la fin du soutien occidental à Israël, mais c'est quelque chose que beaucoup auraient jugé impossible il y a 10 ans. Je vais vous raconter ce que cette évolution signifie, pas seulement pour Israël, pour l'ordre mondial tout entier. Restez avec moi. Je m'appelle, vous le savez, je n'ai pas de visage et pas de nom, mais je couvre les relations internationales depuis des années. Et je dois dire quelque chose d'emblée sur cette histoire. Elle est plus complexe et plus lente que les titres quotidiens ne le laissent apparaître. Ce dont nous parlons ici n'est pas un basculement soudain produit par la guerre à Gaza ou par l'opération militaire contre l'Iran. Ce dont nous parlons, c'est d'une érosion qui dure depuis des décennies et qui s'est accélérée sous l'effet de plusieurs chocs simultanés. Un article de Foreign Policy avertissait Israël qu'il était en train de perdre l'Europe. Cet article a été publié en 2012. Pas en 2024, pas en 2026, en 2012. Ce que nous observons aujourd'hui est la pointe d'un iceberg dont les racines plongent bien plus profondément dans le temps. Pour comprendre pourquoi le soutien occidental à Israël existait, il faut comprendre les piliers sur lesquels il reposait. Le premier pilier est historique. Après la Shoah, les démocraties européennes, notamment l'Allemagne, ont fait du soutien à Israël une obligation morale, une dette envers le peuple juif. Angela Merkel l'a dit explicitement devant le Parlement israélien. Nous vous soutiendrons toujours à cause de ce qui s'est passé. Ce sentiment était profond, sincère et politiquement puissant. Il n'était pas seulement allemand. Il traversait toute l'Europe occidentale et une grande partie de la politique américaine. Les décisions concernant Israël se prenaient dans un contexte émotionnel et moral très particulier, où émettre une critique d'Israël ou de sa politique revenait à risquer une accusation d'antisémitisme. Cette équivalence, souvent injuste, souvent instrumentalisée, a servi de protection politique à Israël pendant des décennies. Le deuxième pilier était géopolitique. Pendant la guerre froide, Israël était perçu comme un pays démocratique entouré de dictatures alliées de l'URSS. Soutenir Israël, c'était soutenir la démocratie contre l'autoritarisme dans une région stratégique. Ce cadre fonctionnait parce qu'il était partiellement vrai et parce qu'il répondait à des besoins politiques réels dans les capitales occidentales. Après 2001 et les attentats du 11 septembre, un troisième pilier s'est ajouté, la guerre contre le terrorisme. Israël et l'Occident semblaient partager le même ennemi, les mêmes valeurs, la même frontière entre le monde libre et ses adversaires islamistes. Ces trois piliers formaient un système cohérent et puissant. Ils justifiaient non seulement un soutien diplomatique, mais un vrai soutien militaire, économique, politique. Et ils ont fonctionné pendant des décennies. Ils ont maintenu une coalition internationale autour d'Israël que peu auraient imaginé voir se fissurer. Mais voilà le problème avec les piliers construits sur le passé. Ils s'affaiblissent à mesure que le passé recule. La Shoah reste dans les mémoires, mais ses survivants disparaissent. Les générations qui en ont eu la connaissance directe vieillissent. Et pour les jeunes générations,
En Europe, aux États-Unis, ailleurs, ce n'est plus un souvenir émotionnel, c'est une leçon d'histoire parmi d'autres. La guerre froide est finie depuis plus de 30 ans. La géopolitique du Moyen-Orient a radicalement changé. Et après 2 décennies, la narrative de la guerre contre le terrorisme s'est complexifiée jusqu'à devenir souvent illisible. À mesure que ces piliers s'effritaient, ce qui les remplaçait dans la perception publique, c'était ce qu'Israël faisait dans le présent. Les colonies en Cisjordanie, le blocus de Gaza, le traitement des Palestiniens à l'intérieur d'Israël. Chaque image, chaque rapport, chaque vidéo ajoutait une couche à une perception différente de celle qu'une génération précédente avait eue. Et cette accumulation, lente, continue, invisible dans ses effets quotidiens, mais massive dans ses effets cumulatifs, est à l'origine du basculement que nous observons. Mais voilà le problème avec les piliers construits sur le passé. Ils s'affaiblissent à mesure que le passé recule. La Shoah reste dans les mémoires. Mais ses survivants disparaissent. Les générations qui en ont eu la connaissance directe vieillissent. Et pour les jeunes générations, en Europe, aux États-Unis, ailleurs, ce n'est plus un souvenir émotionnel. C'est une leçon d'histoire parmi d'autres. La guerre froide est finie depuis plus de 30 ans. La géopolitique du Moyen-Orient a radicalement changé. Et après 2 décennies, la narratrice de la guerre contre le terrorisme s'est complexifiée jusqu'à devenir souvent illisible. À mesure que ces piliers s'effritaient, ce qui les remplaçait dans la perception publique, c'était ce qu'Israël faisait dans le présent. Les colonies en Cisjordanie, le blocus de Gaza, le traitement des Palestiniens à l'intérieur d'Israël. Chaque image, chaque rapport, chaque vidéo ajoutait une couche à une perception différente de celle qu'une génération précédente avait eue. Et cette accumulation, lente, continue, invisible dans ses effets quotidiens mais massive dans ses effets cumulatifs, est à l'origine du basculement que nous observons. Un sondage NBC illustre cela avec une précision frappante. Il mesure les opinions des Américains sur Israël, segmentées par âge. En 2023, les Américains les plus âgés avaient une opinion très positive d'Israël. Les quadragénaires étaient plus partagés. Les jeunes adultes étaient légèrement plus négatifs que positifs. En 2026, ces courbes ont convergé radicalement. Les jeunes Américains ont une opinion 5 fois plus négative que positive d'Israël. La génération de 40 ans est 2 fois plus négative. Seuls les Américains les plus âgés restent solidement pro-israéliens. Ce n'est pas une anomalie, c'est une transformation générationnelle. Et les transformations générationnelles finissent toujours par se traduire en transformations politiques, quand les jeunes d'aujourd'hui deviennent les électeurs et les élus de demain. Il est important de comprendre pourquoi cette évolution s'est produite si vite. Ce n'est pas seulement Gaza, ce n'est pas seulement l'Iran, c'est Internet. C'est l'accès en temps réel à des images que les générations précédentes ne voyaient pas ou voyaient après filtrage éditorial. C'est la circulation des témoignages de Palestiniens sur les réseaux sociaux. C'est la possibilité pour un jeune Américain ou Européen de voir des vidéos filmées directement dans des territoires que ses parents n'auraient jamais vus de leur vie. La technologie a contourné les filtres traditionnels qui permettaient à la narrative officielle Israël démocratie assiégée, ses ennemis terroristes, de rester dominante. Et quand les images contredisent la narrative assez longtemps et assez fort, la narrative finit par perdre. Le vote au Sénat américain sur un embargo sur les armes à Israël présenté par Bernie Sanders a failli passer. 40 voix pour, 59 contre. Il y a 10 ans, une telle résolution n'aurait pas obtenu 10 voix. 40 sénateurs américains ont voté pour couper l'aide militaire à un pays que leurs prédécesseurs auraient tous défendu sans hésiter. Ce n'est pas encore une majorité, mais c'est un signal que presque la moitié du système politique américain est prêt à réexaminer fondamentalement la relation avec Israël. Et ce signal n'est pas seulement adressé à Israël, il est adressé à tous ces autres pays qui hésitaient encore à prendre leur distance et qui voient maintenant que le parrain américain lui-même commence à se fissurer.
En Europe, le mouvement est encore plus visible. La France a fermé son espace aérien aux vols d'armements israéliens. C'est un geste symbolique, mais d'une telle importance symbolique qu'Israël a répondu en suspendant tous ses achats d'armes françaises. Et quand on regarde les données européennes sur les ventes d'armes à Israël, on comprend pourquoi cette décision française compte. Les plus grandes transactions d'armement entre l'Europe et Israël venaient de France. C'est, dans les faits, un quasi-embargo. L'Espagne avait déjà imposé un embargo formel quelques mois plus tôt. La Belgique appelait à un boycott commercial complet à l'échelle de l'UE. L'Italie de Giorgia Meloni, pas exactement une figure de la gauche progressiste, a suspendu son accord de coopération en défense avec Israël. L'Irlande, la Slovénie, l'Espagne appelaient à des sanctions européennes. Et l'Ukraine, dans un contexte complètement différent, a menacé des sanctions liées à des importations de céréales depuis des territoires occupés. Ce n'est pas une unanimité. L'Allemagne, les États-Unis et le Royaume-Uni restent des soutiens fermes. Mais la coalition internationale qui entourait Israël a perdu suffisamment de membres pour que la situation soit structurellement différente de ce qu'elle était il y a 10 ans. Il faut aussi signaler quelque chose d'important sur ces pays européens qui pivotent. Beaucoup d'entre eux ne sont pas des pays de gauche ou des pays traditionnellement critiques d'Israël. L'Italie de Meloni est le symbole de la droite nationaliste européenne. Le Danemark est gouverné par le centre. La Pologne vient de traverser des années de gouvernement conservateur. Quand ces pays changent de position sur Israël, ce n'est pas une victoire de l'idéologie de gauche internationale. C'est quelque chose de plus profond, une réponse pragmatique à des événements concrets qui ont choqué leurs opinions publiques et rendu politiquement insoutenable le maintien d'un soutien sans condition. Il faut parler de la stratégie israélienne face à cette évolution, parce qu'Israël n'a pas regardé passivement ce changement se produire. Depuis plusieurs années, le pays préparait discrètement ce qu'on pourrait appeler une politique d'autonomie stratégique. Plusieurs composantes. D'abord, des accords de paix et de normalisation avec des pays qui étaient autrefois des adversaires, l'Égypte, la Jordanie, et plus récemment, dans le cadre des accords d'Abraham, plusieurs pays du Golfe. Ces normalisations réduisaient la dépendance à la protection américaine contre les menaces régionales immédiates. Ensuite, le développement d'une industrie d'armement nationale capable de remplacer une partie des importations si les fournisseurs occidentaux se retirent. Israël est aujourd'hui l'un des plus grands exportateurs d'armes au monde, ce qui lui permet aussi de financer son propre réarmement. Enfin, et c'est peut-être le plus significatif, une évolution de l'électorat israélien vers un nationalisme plus dur qui n'a plus besoin d'approbation internationale et qui parfois recherche activement la confrontation avec les grandes puissances comme signal de force intérieure. Il y avait aussi une stratégie de remplacement des alliés traditionnels par de nouveaux alliés, des démocraties illibérales, l'Inde de Modi, le Brésil de Bolsonaro, la Hongrie d'Orban, qui admirait précisément ce qui repoussait les alliés traditionnels, le militarisme assumé, le nationalisme ethnique, le refus de se soumettre aux normes internationales. Cette stratégie a fonctionné pendant quelques années. La Hongrie en particulier était devenue le meilleur ami d'Israël dans l'Union européenne, opposant son veto à toute sanction que l'Europe aurait pu imposer. Mais la stratégie a ses limites. Bolsonaro a perdu le pouvoir au Brésil et fait face à des poursuites judiciaires pour tentative de coup d'État. Et quelques semaines à peine après le début de la guerre contre l'Iran, Orban a perdu le pouvoir en Hongrie. Son successeur a immédiatement annoncé que son gouvernement arrêterait Netanyahou s'il mettait le pied sur le sol hongrois en vertu du mandat de la Cour pénale internationale. Le réseau des nouvelles alliances s'est effondré presque aussi vite qu'il s'était construit. Ce que tout cela signifie à long terme est une question ouverte. Israël reste une puissance militaire considérable, avec des capacités nucléaires non déclarées, une armée moderne, des services de renseignement réputés parmi les plus efficaces au monde. La protection américaine, même si elle s'effrite, reste une réalité.
Les États-Unis ont conduit une opération militaire contre l'Iran, en grande partie pour des raisons qui concernaient les intérêts d'Israël. Ce n'est pas rien. Mais il y a une différence fondamentale entre un Israël soutenu par une coalition large et engagée et un Israël soutenu par quelques puissances dont les dirigeants résistent à leur propre opinion publique. Le premier Israël peut se permettre des politiques audacieuses avec un filet de sécurité. Le second Israël agit dans un environnement de plus en plus hostile, où chaque action défavorable renforce un peu plus ceux qui demandent la rupture. L'écrivain Hemingway avait une formule sur la façon dont la faillite arrive, lentement d'abord, puis tout à la fois. Je ne dis pas qu'Israël va s'effondrer, je dis que l'évolution du soutien international à Israël ressemble à ça, lente depuis des décennies, et maintenant avec une accélération qui ressemble à quelque chose d'irréversible. Si vous pensez que comprendre cette évolution, vraiment la comprendre, avec sa profondeur historique et ses implications géopolitiques, est important pour saisir l'état du monde en 2026, partagez cette vidéo. Parce que ce qui se joue autour d'Israël n'est pas seulement une question du Moyen-Orient, c'est une question sur la durabilité des alliances, sur la transmission des valeurs entre générations, et sur ce qui arrive quand le passé ne suffit plus à justifier le présent. Abonnez-vous et revenez. Je veux finir sur ce que tout cela dit sur l'ordre mondial plus largement. Le soutien occidental à Israël n'était pas seulement un fait géopolitique, c'était une démonstration de la cohérence de l'Occident, de sa capacité à maintenir des alliances, à défendre ses partenaires, à imposer ses vues sur la scène internationale. Quand cette cohérence se fissure sur Israël, elle envoie un signal à tous les autres acteurs du système international. La Chine observe. La Russie observe. L'Iran observe. Les pays qui hésitent entre différentes orbites d'influence observent. Et ce qu'ils voient, c'est qu'une alliance que tout le monde croyait inébranlable commence à craquer sous la pression combinée de l'opinion publique, du changement générationnel et des chocs économiques. Ce n'est pas la fin de l'Occident, ce n'est pas la fin d'Israël, mais c'est un signal que même les alliances les plus durables ont des limites. Et que ces limites peuvent être atteintes plus vite qu'on ne le pense. Hemingway avait raison, lentement d'abord, puis tout à la fois.